Donc on va partir sur quelques questions que nous avons ressorties. Donc par exemple, pour Monsieur Geoffroy, est-ce que vous pourriez nous parler au niveau de votre couple, le travail, comment, la force qui a été par rapport à l'ouverture de l'entreprise? Mon couple se passe bien. Donc je voulais juste revenir par rapport à ce que vous disiez effectivement. Donc même si vous venez de différents univers, différents horizons aussi, si vous avez la volonté de créer quelque chose, il faut effectivement vous donner les moyens de le faire. Donc peu importe d'où vous venez, que ce soit stable, que ce soit... Moi je connais des jeunes chefs d'entreprise qui cartonnent aujourd'hui, que ce soit en France ou en Angleterre. Les mecs, ils n'ont aucun diplôme. Mais ils ont cette volonté de créer et de s'entourer de personnes qui vont pouvoir justement les aider à pouvoir réaliser leurs rêves, entre guillemets. Après, il ne faut pas qu'on vous donne un faux rêve, entre guillemets, en disant c'est tout beau, c'est tout rose, c'est pas vrai. Aujourd'hui, malheureusement, dans le cursus scolaire, on vous dit tel diplôme, vous allez gagner autant. C'est le gros problème qu'il y a en France, malheureusement, aujourd'hui. Moi, je mets un peu les pieds dans le plat dedans aujourd'hui. C'est que c'est pas vrai. Moi, je connais des gens qui ont fait des études, qui ont des diplômes et qui se retrouvent aujourd'hui caissiers ou caissières à Carrefour ou à Auchan, quoi. Donc après, il y a des contextes économiques qui font que, mais aujourd'hui, si vous avez la volonté de créer, il ne faut rien lâcher, quoi. Aujourd'hui, vous êtes une vingtaine, peut-être que demain sur les 20, il y en aura peut-être 6 ou 7 qui créeront. Mais le bonheur de créer quelque chose, c'est aussi de créer de l'emploi. Moi, aujourd'hui, j'ai un mécano. Demain, je vais avoir un étudiant d'alternance qui commence la mardi. Donc c'est cette satisfaction aussi de créer et de donner à quelqu'un la possibilité de pouvoir justement s'épanouir aussi dans sa vie. Donc la création fait aussi partie de ça. Donc avoir la responsabilité d'une entreprise, certes, mais aussi d'avoir la responsabilité de personnes. Et je pense que M. DRH sera content de mon intervention. C'est que justement, ça permet aussi d'avoir cette satisfaction-là. C'est que demain, je travaille aussi pour une personne qui travaille pour moi, mais qui travaille aussi pour sa famille. Ensuite, pour revenir par rapport à la question que tu m'as posée, alors effectivement, donc, c'est pas donné à tout le monde de travailler avec sa femme. Donc moi, oui, dans le sens où on a complètement deux facettes différentes dans l'entreprise. C'est-à-dire que ma femme s'occupe de toute la partie gestion, comptabilité du magasin, aussi de la surface de vente. Et moi, c'est toute la partie commerciale et événements et sorties extérieures en fait, du magasin. Aujourd'hui, on a cette capacité de travailler ensemble, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, dans le magasin, avoir différentes tâches et pas forcément se marcher dessus. Par contre, c'est compliqué, certes, de pouvoir décrocher aussi facilement du boulot, parce que quand on rentre le soir à la maison, il y en a toujours un ou deux qui pensent à quelque chose. Moi, ça m'arrive souvent de me lever à 2h du matin en ayant une idée, et puis en réveillant ma femme en disant « faut que je t'en parle, parce que sinon, j'arriverai pas à m'endormir ». Et le lendemain, voilà, on part d'une idée, et c'est parti, on crée, parce que justement, quand on crée aussi, on est tout seul, comme vous disiez. Les banquiers ne suivent pas forcément, malgré de très bonnes idées en France. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué à ce niveau-là, surtout pour moi qui est vraiment très professionnel aussi à chaque fois. C'est compliqué de décrocher et de ne pas forcément en parler quand on rentre à la maison, quoi. Voilà. La question qui se pose maintenant, c'est toi tu travaillais en Picardie, ta femme sur l'île. Là, vous travaillez ensemble, mais vous voyez peu. C'est quand vous avez eu le temps de faire votre petite fille. Alors, elle a 2 ans et demi, et donc en fait, on a tous nos amis autour de nous, avec ma femme, on s'était dit, dès qu'on aura créé notre magasin, et qu'on aura ouvert notre magasin, on essaiera d'avoir un enfant. Et en fait, la plupart de nos amis, c'était 1 an et demi après, en gros. Nous, non, ça a été 2 semaines après. Donc on a tapé dans le lit tout de suite. Et en fait, c'est une bonne question parce que on la voulait tous les deux. Et en plus de ça, ça nous permet aussi, en plus d'être en couple, de pouvoir aussi décrocher facilement. Parce qu'elle nous ramène directement à la réalité en disant moi je suis là. Donc elle est avec nous dans le magasin et tout ça le soir, et puis là elle va à l'école. Mais c'est elle qui nous ramène en se disant voilà, vous êtes à la maison avec moi, c'est avec moi qu'il faut le passer, c'est pas au magasin. Donc c'est un bonheur aussi parce que ça nous permet de se décrocher. Donc on n'a pas fait notre fille pour décrocher du magasin, je ne vais pas dire ça non plus. Mais voilà, quand on a le plaisir d'être papa ou d'être maman, c'est vrai que voilà, on a des sens de responsabilité en plus de la responsabilité de notre magasin.
et ce qui nous permet de s'épanouir complètement, même si des moments c'est pas forcément facile, surtout dans le milieu de l'entreprise. Voilà. Donc moi j'avais une question pour Monsieur Payette par rapport à votre double parcours donc, de sportif de haut niveau et d'entrepreneur. Donc quelles valeurs communes vous avez pu trouver entre ces deux aspects? Alors les éléments communs, c'est surtout la passion, on l'a vu dans les différentes interventions, mais à partir du moment où vous êtes passionné par un sujet, que vous ayez ou pas les compétences, et les compétences elles peuvent toujours s'acquérir à travers des parcours de formation ou sur le tas. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez la passion d'un sujet, l'envie, ça marchera forcément. En tout cas, si vous orientez vos énergies et votre énergie vers le bon côté, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Même si vous n'avez pas les compétences, par contre, à un moment donné, il faudra identifier les compétences spécifiques que vous pouvez avoir pour pouvoir justement développer votre entreprise et pas que ça fasse juste un effet de 6 mois ou 1 an. Le plus dur quand on crée une entreprise, c'est quand on a fait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je pense, alors j'en suis pas encore là, parce que ça fait 1 an et demi, mais en tout cas de tous les échos que j'ai pu avoir, c'est au bout de 3 ans, normalement, on arrive à avoir un premier cycle, et en tout cas, on peut commencer à vouloir continuer de développer en ayant acquis des compétences spécifiques qui permettent aussi de se différencier par rapport aux autres entreprises, montrer sa valeur ajoutée par rapport à ses clients. Et donc du coup, les éléments communs entre une carrière de sportif de haut niveau et l'entreprise, c'est juste la volonté de vouloir avancer, de vouloir, alors là, en l'occurrence, c'est servir et être en accompagnement des clients, mais être aussi perfectionniste jusqu'au boutiste, persévérant, parce que je faisais un sport qui est relativement ingrat, en cas qui est décrit comme ça, comme tel, c'est la natation, et du coup, on se dit, bon, bah, le mec qui compte de carreaux au fond de la piscine, etc. C'est beaucoup plus rigolo que ça. Bon, après, c'est aussi une forme de masochisme peut-être, mais en tout cas, moi, je trouvais ça rigolo. Et aussi, il faut s'amuser dans sa création d'entreprise. Même s'il y a beaucoup de parts qui sont très contraignantes, c'est à un moment donné arriver à trouver le moyen de s'amuser d'une autre manière en créant son entreprise, en se disant, bah, voilà, je crée des choses pour des personnes, je trouve des solutions à des personnes, et le jeu c'est de trouver des solutions à chaque problème que peuvent nous poser certains de nos clients. Et enfin, il y a un dernier petit point que je réutilise aujourd'hui au quotidien, que j'utilisais aussi quand j'étais, parce que j'ai fait un entraînement sportif, comme je vous l'ai dit. Donc j'avais travaillé j'ai eu l'occasion d'aller en stage au pôle France de Toulouse, et j'utilisais pour calculer la charge d'entraînement un système en fonction des zones d'effort qui permettait de quantifier la charge de chaque nageur. Et donc du coup, j'ai retransformé ça aujourd'hui pour réutiliser ça au quotidien sur mon planning de charge. Est-ce que je passe trop de temps à faire que de la production? Est-ce que je passe trop de temps à faire de la comptabilité Et du coup, j'ai réaffecté par ce système de zones. Et après, il y a des zones de confort ou des zones qui sont un peu plus chiantes à faire. Donc du coup, je m'astreins à faire les zones chiantes d'abord, et puis après sur les points de plaisir. Donc voilà, c'est aussi un des outils que j'utilisais avant dans l'entraînement sportif. Quand j'étais entraîneur et puis nageur, j'évaluais ce que je faisais à l'entraînement. Et là, j'essaye aussi d'évaluer en ayant ce même système de notation, de cotation, qui vaut ce qu'il vaut, qui n'a rien de scientifique. En tout cas sur la partie entreprise. Dans l'autre, ça l'était un peu plus, parce que ça avait des entraîneurs nationaux. Mais là, c'est juste de dire, voilà, à quel moment je suis la tête dans le guidon, je travaille 10-12 heures par jour. À quel moment, est-ce que je suis vraiment efficient ou pas? Parce qu'à un moment donné, la passion peut aussi nous ronger. Donc du coup, ça permet aussi de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau, entre guillemets. Donc, merci. Laurent, une petite question. S'il n'y avait pas eu la passion du cheval, est-ce que vous auriez créé une entreprise autre où la passion fait tout? La passion, ça aide. Forcément, ça donne un peu des ailes, ça donne un peu des envies. Moi, j'ai eu la chance, c'est que j'ai commencé autre chose que par ma passion. Et donc, en plus, dans un métier qui est très prenant et où, en fait, ils ne laissent pas part à la passion. Quand vous rentrez dans la grande distribution, ils veulent que vous soyez à fond dans la grande distribution. Et donc, en plus, moi, je travaillais chez Picard, c'était un commerce de bouche, où on est ouvert le dimanche matin. Donc, du coup, ma part de passion, elle était de plus en plus réduite.
Donc à un moment, il faut faire un choix. Moi, mon choix, c'est pas toujours le choix de tout le monde. Est-ce qu'on vit pour travailler ou on travaille pour vivre? Et donc j'ai choisi. Et donc avec les conséquences, bien entendu. Toute création d'entreprise ne commence pas par gagner des millions. On commence aussi par manger du pain noir, mais c'est un choix. Moi, j'ai choisi ma liberté et choisir de vivre ma passion. Donc voilà. Ça a aidé à la création, puisque c'était mon objectif. Je voudrais juste en complément de ce que vient de dire Laurent, c'est que c'est vrai que la grande distribution est souvent aussi vue comme très impliquante, mais elle est surtout aussi très apprenante. Je pense que les différentes expériences, on est au moins 3 à y avoir travaillé à des degrés très différents. J'étais au siège, donc j'étais non pas planqué, mais avec une activité qui paraît parfois planquée dans la grande distribution, parce que c'est pas les gens du terrain, les super magasins, sauf que j'ai eu l'occasion de faire 40 magasins en 3 ans. Et donc du coup d'aller rencontrer des collaborateurs, de vivre des immersions en magasin, et on s'aperçoit que la grande distribution, même si elle peut être très prenante, elle est aussi très enrichissante et très apprenante sur des choses, sur des trucs et astuces que vous pouvez demain réutiliser. Non pas que j'ai rien appris à l'école, mais il y a des choses que j'ai appris dans le cadre de mon cursus en STAPS, mais j'ai aussi beaucoup appris en 5 ans et demi dans la grande distribution, à partir du moment où on voit, en tout cas moi j'étais dans une entreprise que Laurent connaît bien, chez Casto, où on nous laissait, en tout cas moi sur ma fonction, on m'a laissé beaucoup d'initiatives, le droit de me tromper aussi, et vous avez aussi le droit de vous tromper quand vous êtes nouveau chef d'entreprise. Vous avez le droit d'essayer, ça ne coûte rien, en tout cas ça coûte un peu de temps, c'est vrai, mais en tout cas ça ne coûte rien, on peut se tromper, vous avez vu qu'on a aussi des parcours sur lesquels on s'est réorienté, et pourtant on n'a pas, sauf José qui a un âge certain, on n'a pas tous 50 ans, voilà. Mais en même temps il a cette sagesse d'avoir 50 ans, on va dire. On en revient sur le côté grande distribution et métier de diamant. Il faut savoir qu'il y a 2 façons de voir la vie. Vous voyez soit le verre toujours vide, du moins moitié vide ou moitié plein. Quand je travaillais dans la grande distribution, moi j'avais une soif de savoir, de découvrir leur façon, leur technique, leur façon de vendre, etc. Je vais vous donner un exemple très simple chez Picard. Vous n'êtes que responsable, vous n'êtes pas un directeur, vous ne faites pas de la gestion pure et dure. Il y a des procédures de travail qui sont mises en place, c'est ce qui permet de contrôler la gestion des magasins à distance. Aujourd'hui, dans mon entreprise, on avait en place des procédures de travail qui me permettent, moi, d'être ici aujourd'hui et d'être tranquille où je sais que ça va travailler chez moi. Et c'est bien l'expérience de la grande distribution qui m'a permis de faire ça aujourd'hui. Moi, pareil, je rebondis sur la grande distribution aussi. Moi, la particularité, comme j'ai travaillé à Decathlon Campus par rapport à d'autres Decathlon, ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand je travaillais là-bas, peut-être plus maintenant, mais en fait, on travaillait par univers, donc moi, je bossais pour la marque Between et non pas pour Decathlon. Donc la coque Decathlon m'a loué en fait simplement un espace de vente. Et le fait de justement, c'était un petit laboratoire entre guillemets, c'est parce que ça me permettait d'élaborer des stratégies commerciales avec le directeur France. Tout simplement, de tester dans mon magasin, et si ça marchait dans le magasin, c'était dupliqué dans le restant du magasin français. Après, on avait cette facette aussi de travailler avec les différents marchés européens. Donc on travaillait avec les Italiens, on travaillait avec les Espagnols, on travaillait avec tous les autres Decathlon qui composaient justement cette famille-là. Et ce qui nous a permis en fait d'avoir aussi un œil extérieur par rapport à d'autres magasins classiques qu'on pouvait avoir. Mais ce qui nous a permis aussi le fait de travailler, moi sur la partie commerciale et ma femme sur la partie service après-vente, entre guillemets, parce qu'elle bossait au Between Village à LM, au service Paul Atelier. C'est ce qui nous a permis aussi de tirer aussi l'enseignement et les faiblesses aussi de la grande distribution et voir aussi que la grande distribution, il n'y a pas que ce réseau de distribution qui satisfait la plupart des sportifs en soi. Et qu'à un moment donné, un sportif qui va chez Decathlon ne trouve plus ses produits pour pouvoir justement progresser ou améliorer sa performance. Donc du coup, ils viennent dans des magasins spécialisés comme les nôtres. Donc je suis content qu'il y ait la grande distribution. Je ne le vois pas comme un concurrent. Et justement, que ce soit sur Internet ou que ce soit par les biais de la grande distribution, certes c'est des concurrents, mais il faut le travailler différemment parce qu'aujourd'hui c'est tellement concurrencé partout, Internet. Moi j'ai des confrères qui tiennent des magasins spécialisés, ça fait 30 ans qu'ils tiennent leur magasin. Quand on se réunit tous pour commander nos vélos par exemple, ils sont tous en train de critiquer Internet, machin. Ils subissent le truc, un peu comme vous disiez tout à l'heure, il faut bondir sur ce qui se passe aujourd'hui. Le monde évolue tellement, avant on raisonnait français, maintenant on raisonne à l'international. Moi quand je suis venu justement lundi dernier, on se posait la question justement par rapport à eux, leurs activités professionnelles dans le futur.
Je trouvais ça aberrant qu'on me dise qu'on fait que 15 heures d'anglais sur une année, quoi. Je veux dire, excusez-moi d'expression, mais merde. Je dis aujourd'hui, c'est le minimum, c'est la base, c'est de parler anglais, quoi. Aujourd'hui, je rapprends l'anglais pour pouvoir justement sortir, parce qu'on a du marché au niveau de l'Angleterre qui pourrait toucher notre magasin. Et à part, voilà, Magali, Fabien, je veux dire, sinon, on reste après, c'est ce qu'on apprend en anglais aujourd'hui. Donc, sincèrement, sortez de vos cours aujourd'hui, si vous avez la petite opportunité de sortir de votre train-train quotidien, et si demain vous avez l'opportunité de créer une société, voilà, restez pas juste dans les codes, de pouvoir créer, sortez un peu plus et intéressez-vous à d'autres activités qui permettront de pouvoir justement vous faire grandir, entre guillemets. Donc voilà, moi je ne vais pas vous parler de la grande distribution, je ne suis pas passé. Désolé. Justement, si vous aviez un conseil à donner aux étudiants qui sont présents ici, au niveau de l'entrepreneuriat, chacun d'entre vous. Alors, la question. Non, moi le conseil, c'est vraiment avoir une approche systémique quand vous allez créer quelque chose, parce que je vous dis, moi je trouve que dans notre secteur d'activité, le secteur sportif, il y a encore un tas d'opportunités, il y a encore un tas de choses à créer. Il ne faut juste pas rester sur des filières, compétition, etc. Il faut réfléchir à comment, par rapport à ce qu'est le sport aujourd'hui en tant que phénomène de société, par rapport à ce qu'est le sport aujourd'hui en tant qu'activité économique, où on peut se poser et où on peut créer quelque chose. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter, simplement créer une entreprise. Bon, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est quelque chose de très prenant, où il faut faire la part des choses, où il y a des succès, des échecs, où un truc tout bête, mais bien choisir son statut au départ, c'est déjà un gage de réussite, quoi. Et moi j'ai travaillé, j'ai fait toute ma carrière où j'ai géré des équipes, j'ai été DRH, etc. J'ai géré des équipes, etc. Et au-delà de la recherche de marché, au-delà de la rentabilité économique du cabinet, etc., ce qui m'a le plus gêné au départ, c'est la solitude. Parce que quand on crée, en tout cas au départ, on est tout seul. Après, on s'entoure, on va chercher des associés, etc. Mais on est tout seul, et ça, je peux vous assurer que certains soirs, c'est très flippant. À un certain moment, j'étais pas loin de la procrastinisation, quoi. À me dire, bon, j'ai le temps, j'ai pas trop de marché, je vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai demain, quoi. Alors, quand vous rentrez là-dedans, c'est sûr, vous fermez les rideaux assez vite. Mais c'est vraiment, il y a aussi, mais c'est ce que disaient les collègues, il y a aussi un tas d'aspects psychologiques à prendre en compte, quoi. Ne pas être que sur sa boîte, c'est primordial. Se donner des temps pour faire autre chose, c'est primordial, sinon on n'a plus de recul, et sinon on va dans le mur, parce que on n'est plus ouvert sur l'extérieur. Moi récemment, j'ai trouvé un marché en me promenant au bois de Boulogne à Lille. En me disant, mais tiens, ça, je pourrais faire ça, en fait c'est un secteur que je n'ai pas prospecté, etc. Je suis rentré, j'ai pris quelques notes, j'ai passé quelques coups de fil. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais j'aurais jamais pensé, si je n'avais pas eu ce temps de recul, à aller voir pour une prospection sur ces choses-là. Donc, mais si le premier conseil que j'ai à donner, c'est ne pas hésiter, si vraiment on sent qu'on a envie d'y aller, mais vraiment au départ, prendre le temps, comme tu l'as fait, toi, moi, mais parce que tu as accepté de partir au bas et monter le truc, prendre le temps de bien tout analyser le marché, analyser ses compétences, ses capacités, les formations qu'il faudra peut-être aller chercher. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai dû refaire une formation en gestion parce que je suis complètement nul. Et à un moment donné, il faut quand même s'y mettre, etc. Donc, il a fallu aussi aller rechercher des compétences. Et une fois qu'on a trouvé, oser, quoi, tout simplement. Je vais juste revenir sur l'aspect de création. Moi, je me suis fait accompagner par la BGE, une structure qui peut vous accompagner sur la création d'entreprise. Vous pouvez vous dire, on m'a contraint dans un premier temps, parce que, en fait, moi, pour tout vous dire, comme j'étais déjà dans un cabinet au moment où je l'ai créé,
Le plus urgent pour moi, c'était de créer rapidement et puis de pouvoir développer en parallèle l'activité. Et donc du coup, j'ai été très demandeur et que ça aille vite, puisqu'il fallait que je crée rapidement. Et du coup, la BG, on m'a dit non, il faut passer 2 heures sur une première réunion d'information, puis après vous aurez éventuellement un rendez-vous avec un conseiller, et puis après on va voir comment on va vous accompagner, etc. Donc je me suis dit, c'est quoi ce délire? Ça va mettre 3 plombes à créer. Alors certes, ça a mis 1 mois et demi, entre le moment où j'ai appelé la première fois et le moment de la création, sauf qu'aujourd'hui, c'est 1 mois et demi, ils m'ont permis de définir mon statut d'entreprise, est-ce que j'étais auto-entrepreneur, EIRL, URL, SASU, etc. Et du coup, c'est du temps qui a été, dans un premier temps, que j'avais trouvé perdu, mais qui m'a permis aussi de faire mûrir mon projet, de pouvoir aussi identifier vraiment ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. Il faut aussi, quand vous êtes sur la création d'entreprise, ne pas partir dans tous les sens, et bien déterminer ce que vous voulez faire à travers votre entreprise et ce que vous ne voulez pas faire. Ce qui va aussi vous permettre de vous différencier par rapport aux autres concurrents, parce que vous avez forcément parfois des concurrents ou des gens qui ont fait plus ou moins la même chose, mais ça vous permet aussi de vous différencier et de pouvoir, quand vous vous présentez, du coup, faire connaître votre spécificité, votre valeur ajoutée par rapport au marché. Et donc, du coup, ce temps de la réflexion, de bien identifier ce qu'on veut faire, pas faire, sous quel format, sous quel statut, parce qu'on a un peu la même problématique avec José, qui n'a pas forcément Laurent ou Geoffrey le matin, c'est que nous, on n'a pas de magasin à ouvrir, on n'a pas de chevaux à les nourrir. Les chevaux, si vous ne les nourrissez pas, vous entendez un peu hennir et à un moment donné, ça va poser un problème logistique. Le magasin, si vous ne l'ouvrez pas, vous n'avez pas de clients, sauf que moi, si je ne vais pas en rendez-vous, ou si, par exemple, je dois bosser de chez moi en télétravail, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, je peux le reporter à soit cette nuit, soit le lendemain matin. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est vrai que la solitude peut aussi être compliquée. Et je trouve que c'est intéressant aussi parfois de se faire accompagner, par exemple par la BGE, parce que ça me permettait, au début, j'avais un rendez-vous tous les 10 jours, tous les 15 jours, à mon conseiller BGE, de lui raconter ce que j'avais fait entre deux, ce que j'avais à faire. Donc, du coup, je repartais avec une liste de courses, mais qui me permettait aussi de pouvoir avancer en étant un peu cadré et organisé. Ce qui n'est pas toujours évident au début, parce que qu'en plus, quand on crée tout seul, on se dit, bon, bah, moi je vais commencer par mes points de plaisir, hein, parce qu'après tout, jusqu'à maintenant, j'étais salarié dans une entreprise où j'ai plutôt fait des choses, où on m'a toujours donné des trucs qui n'étaient pas forcément les plus drôles à faire. En plus, il y a une partie administrative qui est hyper chiante, donc du coup, je ne vais pas la faire tout de suite. Sauf que si on ne fait pas ces éléments-là, et qu'on ne démarque que par les points de plaisir, l'entreprise peut vite ne pas fonctionner ou pas être lancée. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au départ, être accompagné et avoir au moins une personne avec qui échanger, alors ça peut être sa femme, ça peut être. Mais en tout cas, il faut être, je pense, au moins 1 ou 2 à pouvoir échanger sur le sujet, avoir au moins une personne qui va vous faire un effet miroir et vous dire attendez, là on est sur la bonne direction, ou au contraire, le point de départ de la création était bon, sauf que là, la direction qui a été prise, on n'est plus du tout dans la même route, on n'est plus du tout sur la même route, on a pris une collatérale qui nous envoie pas du tout sur l'objectif. Donc prendre le temps, même si c'est très rapidement, et prendre le temps de se dire sur quel statut je crée, parce qu'il faut aussi se projeter dans les 6 prochains ou l'année suivante, parce que l'auto-entrepreneur peut paraître la solution idéale dans un premier temps, sauf que si vous vous développez, que ça fonctionne bien, c'est le but de chaque entreprise, et vous passez vite le seuil, du coup vous avez perdu du temps au début à créer un auto-entrepreneur, et vous allez reperdre du temps après à créer en SASU ou en SARL, etc. Donc il faut bien réfléchir et mûrir sur son projet. Voilà, c'est un des conseils que je pourrais donner aujourd'hui, vous qui penchez ou pas sur le sujet de la création. Moi, 3 mots, pardon. Osez, il y a encore de la place pour tout le monde, et il y a surtout des idées. Et donc le monde vous appartient, et, avec ou sans moyens d'ailleurs. Et des idées, il y en a plein. Il suffit de regarder autour de vous, il y a des entreprises qui créent tous les jours, et pas forcément des grandes, on peut commencer petit. Alors moi, ce sera simplement, en fait, je rebondis juste sur 2 choses, c'est vrai, effectivement, donc la solitude, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut effectivement s'entourer pas mal de personnes pour pouvoir justement se fixer et tenir son cap qu'on s'est donné. Donc pour ça, effectivement, il y a plein d'organismes qui donnent des coups de main pour pouvoir justement, donc moi par mon expérience, on est passé par la CCI de Valenciennes, bon, comme nous on est sur le Douaisis, on est passé aussi par la CCI de Douai.
Donc il y a plein de la Chambre des commerces qui est présente aussi et qui permettra justement de pouvoir vous aider à construire votre projet. Il y a aussi pas mal d'acteurs financiers. Moi, on a travaillé avec le réseau Entreprendre de Valenciennes. Donc c'est simplement des personnes donc de différents horizons, de différentes entreprises qui sont là pour vous accompagner. Et nous, par exemple, c'était un partenaire financier à l'époque. Et une personne nous a, en fait, c'est simplement notre parrain. Et donc il nous suit pendant un an, tout simplement. Nous, on avait demandé justement un parrain qui soit plus axé sur la gestion et la comptabilité du magasin pour être en support avec ma femme. Et aujourd'hui, c'est devenu un ami, donc il nous accompagne encore sur différents projets. Pas plus tard que jeudi dernier, on a bossé encore jusqu'à 3h du matin, on appelle ça les soirées pizza. Mais avec lui, ça me permet d'avoir un œil extérieur et d'avoir des gens qui, en fait, on se rend compte en tant que chef d'entreprise, quand on est effectivement maître à bord de son navire, et quand on va dans ces réunions-là, moi je fais partie de différents réseaux comme je vous l'ai évoqué, le HPC de Valenciennes par exemple, on y va et on se retrouve face à des mecs qui gèrent des sociétés comme Toyota par exemple, où ils ont je ne sais plus combien de salariés, et on se rend compte que les contraintes au quotidien, on a les mêmes, que ce soit sur une petite structure ou sur un paquebot, et du coup ça permet effectivement de pouvoir sortir un peu de notre activité et de se rendre compte qu'il y a plein d'opportunités, même si l'activité qui est en face de moi est à 300 lieues de mon activité d'aujourd'hui. Donc effectivement, moi j'ai trouvé aussi une activité qui permet de développer mon magasin dans un chef d'entreprise qui vend des croquettes pour chiens, tout simplement sur internet. Donc voilà, ça nous a donné des idées, on est parti sur un truc. Si j'aurais pas vu cette personne-là à un moment donné, j'aurais pas pu développer ce secteur-là dans mon activité aujourd'hui. Donc effectivement, donc, la solitude, donc échanger, restez pas enfermé dans votre cocon. Et puis après, je pense aussi donc les compétences, je reviens aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas rester uniquement sur un seul et même thème, aborder plusieurs choses, intéressez-vous à la communication, intéressez-vous à plein de choses. Quand on est chef d'entreprise, on ne fait pas que la chose qu'on a toujours fait, c'est-à-dire à l'école, et on ne sort pas forcément d'un cursus. Si vous faites de la comptabilité ou de la gestion, quand vous êtes dans une entreprise, vous allez faire du RH, vous allez faire de la communication, vous allez faire le commercial, vous allez faire le mec qui nettoie le magasin. Moi, pour le cas, c'est ce qu'on fait, donc c'est une petite tâche. Donc voilà, ne vous enfermez pas, ouvrez-vous, et puis après, pour ceux ou celles qui veulent créer, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, donc il faut bien réfléchir, mais après il y a un avantage indéniable, c'est quand vous levez le matin, vous partez travailler en dansant des claquettes. Ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres types de postes. Alors moi je danse pas de claquettes, mais en tout cas on prend beaucoup de plaisir à aller travailler, et même si c'est parfois pas très rigolo, mais juste pour rebondir sur l'aspect réseau, il y a eu un article dans le dernier management où vous avez un article sur et quand le produit à vendre c'est vous, et vous avez le témoignage de 3-4 chefs d'entreprise qui expliquent qu'ils travaillent tout seuls, mais en fait la clé reste de toute façon le réseau. Si vous ne faites pas connaître sur le réseau, on a parlé de communication, etc. Et en tant que chef d'entreprise, c'est aussi intéressant de prendre du temps d'aller voir les autres, comment font les autres, parce que les problématiques, elles sont exactement, comme tu disais sur le responsable de chez Toyota, a exactement les mêmes problèmes que nous, on va avoir au quotidien. Alors, ils sont de la même nature, certes, ils ne prennent pas la même ampleur, mais ils sont exactement de la même nature. C'est comment je fais pour payer les gens à la fin du mois, comment je fais pour soit me payer à la fin du mois, comment je communique sur ma marque, etc. Et donc, du coup, les problèmes sont exactement les mêmes, mais faites-vous connaître, allez voir les réseaux, rencontrez des personnes, ça vous coûtera du temps, c'est simplement ce que ça peut vous coûter. Éventuellement, vous faites de super rencontres. On a échangé avec Laurent sur une personne qu'on connaissait, on s'était connus avant, mais on a échangé sur une personne qu'on avait en commun, sur une rencontre qu'on a faite en commune juste avant. Mais voilà, les rencontres de la vie font que parfois votre cursus universitaire va vous servir directement dans votre vie professionnelle ou pas. C'est pas bien grave, mais en tout cas, vous sortirez forcément, vous retirez forcément des choses de ce que vous avez appris à l'université, mais allez créer des rencontres. Alors les rencontres, je pense qu'il y a deux manières. Soit on attend qu'elles arrivent vers nous, ce qui fait que vous pouvez en avoir peu. Soit vous allez les provoquer, et auquel cas vous pouvez en faire des très intéressantes, parfois des pas du tout intéressantes. Au pire, vous allez passer un quart d'heure à discuter sur un sujet qui ne vous a pas passionné, puis vous ne reverrez jamais la personne.
ou au pire, vous avez passé un quart d'heure et vous allez demain travailler avec cette personne qui va vous faire soit créer votre entreprise, soit la faire développer. Et donc du coup, c'est toujours intéressant de rencontrer différentes personnes. Moi, je fais partie de plusieurs réseaux également, comme le Conseil de développement de la MEN, la métropole européenne de Lille. J'en fais partie depuis une dizaine d'années et à chaque fois, je rencontre soit des chefs d'entreprise, soit des DRH. Et aujourd'hui, il y en a certains qui sont de mes clients, mais ce n'est pas le but. Et certains autres que j'ai mis en relation avec d'autres structures. Et en fait, le fait de mettre en relation avec les personnes, souvent, quand la personne dit bah, tiens, j'ai tel sujet, bah, je sais que telle personne, à un moment donné, il a pu m'aider sur un sujet, bah, je vais plutôt aller vers lui que vers un autre pour le mettre en réseau. Donc le réseau reste la clé lorsque vous êtes créateur d'entreprise, de ne pas être seul, parce que sinon vous vous retrouvez un peu seul sur votre scale-up. Et juste pour terminer, moi je travaille aujourd'hui avec une autre consultante qui me permet aussi de pouvoir co-construire certains outils et certaines prestations. Parce que c'est vrai que travailler tout seul, c'est très très compliqué. Même si au bout d'un an et demi, par exemple, il y a des périodes où on peut voir personne pendant 10-15 jours, pas avoir de clients, parce que par exemple, entre Noël et Nouvel An, quasi toutes les boîtes sont en congé. Entre juillet et août, c'est aussi compliqué. Et donc du coup, on a aussi des moments où on sait qu'on va rencontrer personne. Par contre, il faut pouvoir l'anticiper pour ne pas tomber sur une spirale négative. À partir du moment où vous êtes sur une spirale vertueuse, c'est plutôt assez sympa. Donc voilà, maintenant, dans la salle, est-ce que quelqu'un a une question pour un conférencier ou pour tous les conférenciers ? Moi j'ai une question pour tous les intervenants, c'est est-ce que vous avez eu peur de l'échec lors du lancement de votre entreprise? Et comment y remédier? Justement, c'est une bonne question, c'est la peur de l'échec qui nous fait avancer. La peur de l'échec. Oui, à un moment donné, c'était... moi, quand j'ai créé le magasin, quand on a créé le magasin, pardon, je pourrais faire aussi quand même, quand on a créé le magasin, en fait, c'était pas forcément notre activité qui nous faisait peur, c'était toutes les normes que la France nous impose. Donc, en fait, on a fait un comparatif, parce que la partie administrative, construction, aménagement, accessibilité, dans les magasins, aujourd'hui, on nous impose des normes qui, pour moi ça me met en rage, excusez-moi, je suis un peu expressif aussi, mais on nous impose des choses dans certains magasins qui peuvent être aménagés comme si on était des sociétés qui employaient des milliers de personnes. Moi, par exemple, pour l'accessibilité, ce qui est une chose qui est très très bien et qu'il faut faire et qui je suis à 100% pour ça, c'est qu'on m'imposait des choses dans mon magasin alors que la rue, alors que la zone d'activité où nous étions installés à l'époque avait aucun aménagement pour les personnes, soit déficience visuelle, soit la difficulté à se déplacer en difficulté moteur, à se déplacer en magasin. Donc ça, c'est des coûts énormes qui sont imposés aux sociétés aujourd'hui, alors que voilà, il y a des choses qui sont à faire, mais que ce soit un travail en général qui soit établi. Ensuite, la deuxième contrainte aussi, par rapport à la peur effectivement de pouvoir voir un jour son magasin fermé ou son activité, voilà, ça fait partie de la vie. Je pense qu'il faut s'en servir aussi. Après, comme je disais dans ma réponse tout de suite, c'est travailler pour éviter que ça arrive. Aujourd'hui, si effectivement on attend et qu'on reste, moi si je resterais dans mon magasin et que je ferais rien du tout, à un moment donné, voilà, on fait en boutique, quoi. Donc c'est se remettre en cause chaque jour, se dire aujourd'hui on a fait ça, demain on va faire ça. Effectivement, après vous avez l'avantage de faire partie des staffs, donc j'espère tout au moins que vous faites au moins un sport quand même dans votre vie perso. Mais moi j'ai un tempérament comme ça, c'est-à-dire que si moi je passe pas par la porte, je passerai par la fenêtre, mais j'irai. Aujourd'hui on me pose beaucoup la question en me disant pourquoi tu es sur les stands le dimanche, vous en faites beaucoup. Moi j'ai un tempérament comme ça, c'est que je me dis si moi j'y suis pas, ce sera un autre qui y sera. Et si demain je ne suis pas présent sur des manifestations sportives en tenant des stands, en allant à la rencontre de mes clients que je rencontre dans la semaine, ou moi en étant pratiquant, ça sera quelqu'un d'autre qui ira à ma place. Et vous serez oublié sur le côté, et puis voilà.
Donc aujourd'hui, peur, il faut avoir une petite peur quand même en soi, mais c'est ce qui fait, moi personnellement, c'est ce qui me fait avancer. Comme tout est mon sportif que je prépare, avant de faire un Ironman, quand le matin vous êtes à 5h30 sur la plage de la promenade des Anglais, et qu'il n'y a plus un bruit, que vous avez 2800 athlètes, je peux vous dire que vous êtes parti là pour faire le sport toute la journée, je peux dire que vous avez un peu peur. Quoi. Donc, mais c'est ce qui fait avancer. Donc après, on le voit comme on peut le voir, mais chacun réagit différemment. Mais en tout cas, moi, c'est un moteur. Voilà. Moi, très rapidement, 2 mots. Peur de l'échec, au début, pas du tout. Au début, pas du tout. 30 ans dans le sport, un super réseau, 8 ans au comité national olympique. J'avais même pas de prospection à faire, ça allait arriver, ça allait tomber. Au bout de 6 mois, j'ai commencé à flipper. Franchement. En fait, le réseau, il ne marchait pas si bien que ça, et il fallait que je revoie un certain nombre de stratégies, etc. Alors aujourd'hui, ouais, bien sûr que j'ai peur de l'échec. Et surtout qu'en France, on a une vision très particulière de l'échec par rapport aux pays anglo-saxons, etc. En France, quand vous ratez quelque chose, vous n'êtes pas bon, vous êtes nul. Dans les pays anglo-saxons, quand vous ratez quelque chose, c'est parce que vous l'avez peut-être pas bien fait ou pas vu telle chose, etc. Et c'est pas pris comme ça. Et moi, je suis plutôt dans cette optique-là. J'ai un objet social qui est clairement identifié. Je fais de la formation, je fais de l'accompagnement, je suis consultant, etc. Si je vois qu'à un moment donné, ça baisse et que je peux partir vers l'échec, je vais rebondir, je vais regarder d'autres choses, etc. Mais il vaut mieux avoir peur de l'échec que se dire ben non, ça va baigner, il n'y a pas de problème, je m'appelle Julie Mariage, tout le monde me connaît. Non, ça c'est extrêmement dangereux. Excusez-moi, je reprends le micro, je parle beaucoup. Mais effectivement, comme disait mon confrère à côté, il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que moi, pareil, le fait de faire partie de différents réseaux, moi j'ai un chef d'entreprise où on ne lui a jamais laissé l'opportunité de créer en France. Et ben, il ne s'est pas démonté, il était allé en Angleterre, effectivement, les anglo-saxons ne sont pas du tout de la même, on ne voit pas forcément de la même façon que nous en France. Et on lui a laissé sa chance en Angleterre, aujourd'hui il se développe dans tous les pays européens. Il ne veut pas travailler en France. Mais voilà, on lui a laissé sa chance à un côté, et donc si demain on vous ferme une porte, vous ne restez pas fermé et puis allez voir après. Pour moi, la création, c'est un voyage. Quand on organise un voyage, il y a le avant, il y a le pendant et le après-voyage. Et les 3 étapes sont importantes. Et en fait, finalement, dans un voyage, la plus importante, c'est le après. Parce que vous avez fait une grande aventure, vous ne savez pas dans quel état vous allez revenir. Et donc, quand moi j'organise des projets, il y en a toujours plein, je prévois aussi la fin. Ça veut dire, imaginons, si ça ne marche pas, est-ce que j'ai de quoi rebondir ? Est-ce que j'ai une porte de sortie ? Est-ce que je vais savoir trouver une solution ? Et en préparant ça, du coup, on n'a pas peur. Puisqu'on dit, au pire, j'ai une porte de sortie. Donc du coup, il n'y a pas peur d'entreprendre. Ouais, c'est toujours d'essayer d'avoir un plan B pour pouvoir retomber sur ses pieds. Moi, l'une des peurs que j'avais eues au départ, c'était sur le positionnement et sur la communication. C'est comment je vais communiquer, comment je vais me vendre moi, sachant que ce que j'ai à vendre, c'est juste ce que j'ai entre mes 2 oreilles, donc ma matière grise. Est-ce que je vais savoir le vendre correctement ? Parce que moi, quand je vais les cabinets, pour certains cabinets qui venaient voir, je fais ça je sais faire, donc ça ne va pas être compliqué à faire, donc je ne prenais pas les cabinets, mais du coup, c'était de se dire en tant que positionnement et en étant tout seul, sans avoir toujours de miroir réflexif, c'est de se dire est-ce que ce que je vais dire au client, est-ce que ce que je vais mettre dans ma première proposition commerciale va fonctionner ou pas ? Est-ce que le premier retour que je vais avoir, ça va être non ? Si j'en ai un deuxième non, et donc c'était la peur de éventuellement avoir des refus, mais après de toute façon on fait des choix et j'avais de toute façon un plan B, il faut toujours avoir un plan B. C'est aussi ce qui vous évite d'avoir trop peur en proposant le plan A, en disant au pire il y a le plan B, même s'il n'est pas complètement satisfaisant, mais en tout cas d'avoir des pistes de ressources ou de repli pour en tout cas se rassurer soi-même sur le fait d'avoir peur en créant. Mais on a toujours, c'est une peur qui normalement doit être un stress positif. Si c'est un stress négatif, c'est la panique et à ce moment-là vous ne créez pas. Mais si c'est un stress positif, ça peut aussi être de la peur, mais de manière positive. Et pour finir sur l'échec, quelque chose auquel il faut être
très attentif quand on crée une boîte dans le sport, et qui peut être source d'échec, c'est que quand on crée une boîte, on devient entrepreneur. C'est-à-dire qu'on a des copains, on a des amis, etc., qui nous ont connus quand on était bénévoles, quand on était salariés, etc., et qui ne se rendent pas compte qu'on est devenu entrepreneur. Moi, quand je reçois des coups de fil, il y a deux solutions. Je suis président du centre de formation du LOSC. La première solution, c'est soit on va me demander des places pour le prochain match. Quand je vois la personne, ça fait 10 mois qu'elle ne m'a pas appelé, en général c'est pour les classes. C'est soit on va me demander un service en disant tiens, dans mon club j'ai tel problème, est-ce que tu pourrais passer, etc. Et je dis bah, envoie-moi par mail ton problème, je te fais un devis et puis on voit si on peut s'arranger. Et puis tu vas me faire un devis, on se connaît depuis 15 ans, etc. Oui, mais j'ai envie de ça maintenant. Et dans nos réseaux, dans ces réseaux de services, c'est très très fréquent que les gens ne comprennent pas et il ne faut surtout pas lâcher. Bon, après, quand c'est un petit truc qui prend 10 minutes, etc., mais dès que ça relève de votre activité, je l'ai connu même sur des gens qui ont créé des sites internet. En disant, on les appelait en disant, ah bah, tu te rappelles de moi, on avait créé un club ensemble, etc., est-ce que tu pourrais me monter mon site ou notre bonne vieille amitié? Et là, il faut être vigilant dans notre secteur d'activité là-dessus. Oui, alors justement, puisqu'on en est à la peur de l'échec et surtout à la peur donc, de peut-être l'engagement, quand on suit les porteurs de projets, le premier frein qu'on a et qu'on entend, c'est le financement. Si je crée demain, j'aurai besoin de beaucoup d'argent. Je pense notamment au magasin, votre magasin, M. Geoffroy. J'aimerais que vous puissiez, je dirais, un petit peu démystifier ce côté financier du projet, même s'il est important, mais de dire aussi que c'est un faux frein quelque part à la création, puisque quand on veut vraiment partir, je dirais, là-dedans, on y va. Ah oui, tout à fait. Juste avant qu'il explique, moi j'ai une activité du coup comme je vous ai expliqué qui est sur la matière grise, donc là il y a besoin de zéro, hormis avoir un ordinateur et une imprimante. Bon, ça fait à peu près 1500 € pour créer, mais vous pouvez très vite le rentabiliser. Donc, par contre, il y a deux mondes dans la création d'entreprise. Il y a bien la création d'entreprise où quand on est sur du conseil, où ce que vous vendez, c'est la matière première, c'est la matière grise, auquel cas le frein financier n'en est pas un, en tout cas ne doit pas en être un, parce que vous arriverez toujours à trouver des combines. Soit vous faites prêter un ordinateur, ou vous louez un ordinateur. Par contre, après, les autres problèmes logistiques qu'a Geoffrey, je veux bien lui laisser, je ne les ai pas gérés. C'est vrai que le financement, aujourd'hui, en plus, quand nous on a créé le magasin... Pardon? Oui? Ah bon? Ah. En fait, quand nous on a créé le magasin, c'était la période où tout le monde était la crise, quoi. Donc on s'est retrouvé face à des financiers et face à des banquiers qui aujourd'hui, on arrivait, ils nous ont joué. En plus, on est assez jeunes tous les deux, donc l'image du jeune qui arrive comme ça, la fleur au fusil, on se dit ah tiens. Et le fait d'avoir construit notre dossier, d'avoir réfléchi dessus pendant 4 ans, en fait on tombe face à des financiers qui se disent en fait eux, ils savent bien leur métier, ils connaissent bien leur créneau dans lequel ils vont s'engager, et on va leur faire confiance. Donc moi aujourd'hui par exemple au magasin, je travaille avec 2 banques, dans le sens où il y en a une qui finance mon stock et une autre qui finance en fait tous les travaux qui avaient été effectués. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne prennent pas forcément de risques. Et c'est surtout que les banques vous prêtent 100 000, mais vous, derrière, vous garantissez 110 000. Quoi. Donc ils prennent vraiment zéro risque. Moi, ce qui me fait rigoler aujourd'hui, entre guillemets, c'est que certains acteurs financiers ne nous ont pas fait confiance au début. C'est pas grave, ça arrive, on se prend des portes à chaque fois. Mais aujourd'hui, les acteurs financiers qui nous ont fait confiance, on travaille avec eux et on développe notre activité avec eux. Hormis les banques, alors certes, les banquiers, c'est toujours la peur de tout le monde, les banquiers ne sont pas tous méchants. Après, il faut savoir trouver aussi le bon interlocuteur. Moi, aujourd'hui, malheureusement, sur les 2 banques avec lesquelles je travaille, il y en a une, je travaille avec le directeur de la banque qui lui-même est pratiquant de sport et qui connaît notre activité. L'autre banque, qui change tous les 6 mois de conseiller et qui, quand il vient dans mon magasin, la dernière fois, ça m'a surpris, mais il est venu dans le magasin pour se présenter. Il m'a dit j'ai une idée pour vous, ce serait bien que vous puissiez faire des stands et être présents au moins les week-ends sur les compétitions. Je lui ai simplement retourné, je lui ai dit renseignez-vous sur notre magasin, renseignez-vous sur notre activité, regardez notre page Facebook, on a plus de 1700 personnes qui nous suivent sur Facebook, on est présent pratiquement tous les week-ends, encore hier après-midi. Et voilà, il y a des personnes aussi
hormis le banquier qui fait que la personne va vous aider aussi dans le développement de votre société. Après, il n'y a pas que les banques, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a différents réseaux, différents partenaires financiers à la fois sur la région. Il y a crowdfunding, nous aussi, donc on est passé par le crowdfunding pour pouvoir développer 3 pôles services de notre magasin, parce qu'on comme on a déménagé, pour la petite histoire, mon magasin, ça fait 4 ans, donc au bout de 3 ans, on a un bail commercial 369, et au bout de 3 ans, on a décidé de déménager. Donc là aussi, c'était une part de risque et une part de peur, mais c'est un moteur aussi, donc du coup, on a pris la décision de déménager pour pouvoir justement avoir un meilleur emplacement, une meilleure visibilité. Et il y a différents acteurs financiers qui peuvent intervenir dans à la fois la création du magasin, mais aussi sur le développement. Moi, je suis en plein dedans aujourd'hui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jeudi dernier, on a bossé jusqu'à 3h, 4h30 du matin, parce qu'on est en train de prendre un virage au niveau du magasin, parce qu'on a notre magasin physique, mais on a aussi tout ce qu'on va entreprendre derrière. Nous, on va penser dans l'innovation et aussi dans l'événementiel sportif. Tout ce qui est toujours, qui gravite toujours autour du magasin. Et aujourd'hui, les banques, quand ils sont mis au pot, demain, forcément, il y en a une des deux qui nous suit, c'est celle qui nous a toujours suivi et qui comprend notre activité. Donc, mais il y a aussi différents acteurs. Nous, on travaille avec le réseau Entreprendre, comme je vous disais tout à l'heure, Noractif, qui sont des solutions aussi financières qui, à taux zéro, justement, puissent vous donner des coups de main. Il y a aussi Autonomie Solidarité, où en fait, c'est des gens qui rentrent soit au capital, soit en tant que associé, je synthétise, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de réseaux. Alors par contre, ces réseaux-là, il faut les connaître, il faut aller les voir, il faut se présenter, vous passez face à des commissions. Moi, on est passé sur... moi, je travaille par exemple avec les cigales. Donc, les cigales, le nom fait rire, mais c'est plusieurs actifs qui sont à la fois sur le Valenciennois, sur le Cambrésis, sur le Doésy, et vous tombez face à des personnes, donc c'est des membres du jury, qui viennent de différents univers, qui sont chefs d'entreprise, financiers ou banquiers, et on se retrouve face à des commissions, 12-13 personnes, où on présente notre projet, notre activité. Donc ça, ce qui est bien, c'est le fait d'avoir un historique de 3 ans, du coup, ça rassure beaucoup plus. Et à chaque fois, malgré ça, nous, on est arrivés dans ces réseaux-là, et on dit, mais c'est encore des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout ça. Non, il faut arrêter cette image, ça, c'est malheureusement le truc qu'on a en France. Mais aujourd'hui, voilà, si vous connaissez votre projet, si vous êtes déterminé, si vous savez où vous allez, il n'y a personne qui peut vous dire non, quoi. Je veux dire, à un moment donné, même le banquier, une fois, il s'est rendu compte, quoi. Il s'est dit, mais il a tellement creusé que nous, on avait tellement ficelé notre dossier, on savait où on allait. Après, si vous savez où vous allez, je veux dire, il y a un moment donné, c'est qu'il ne faut pas créer. Donc après, malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des barrières en France qui font que, moi, pour la petite histoire, j'avais fait le comparatif, parce que je suis quelqu'un qui est déterminé et qui, justement, ne reste pas enfermé dans son petit truc. Si j'aurais simplement passé la frontière, j'aurais ouvert en Belgique, j'aurais ouvert 4 mois plus tôt qu'en France. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand nous, on a créé notre magasin à l'époque, la commission d'accessibilité, donc les pompiers et tout ça sont venus dans mon magasin, on dit oui, vous inquiétez pas, au mois d'août, on devrait ouvrir en fait, à la base, on devrait ouvrir en juin. Ils sont passés en mai, ils nous ont dit oui, vous inquiétez pas, c'est bon. En juin, ils sont repassés, ils nous ont dit ça va pas, le plafond, ça va pas. Donc, parce qu'en fait, notre magasin, à l'époque, faisait 400 mètres carrés. Et avec les accessibilités, ils ont considéré que mon atelier était ouvert au public alors que ça ne l'était pas. Donc on est passé d'une catégorie qui nous a fait faire la mise aux normes de notre plafond, les travaux des enfumages et tout ce qui concerne l'accessibilité. Et ils nous annonçaient ça mi-juillet, fin août, quoi. Donc au mois d'août, la France malheureusement est fermée. On a trouvé des sociétés en région parisienne pour pouvoir... Moi j'ai pleuré sincèrement, je vous dis, j'ai pas honte. J'ai pleuré sur mon parking de magasin parce que justement, quand on voit les banques nous donnent le financement, que votre activité doit commencer en juin et qu'au final l'activité commence en octobre, les charges donc, aux salariés, les loyers du bâtiment, les travaux, les produits qui arrivent aussi en magasin. Et à un moment donné, si on n'a pas l'autorisation d'ouvrir notre magasin et en même temps que tous les produits, les salariés sont là et tout ça, et à un moment donné, c'est des facteurs que malgré qu'on ait pensé justement et qu'on a tout programmé, il faut à un moment donné se dire aussi, il y a un facteur risque qui naît, même s'il n'est pas pensé. À l'époque, c'était pas pensé parce que vous avez dit ok. Bon, ça c'est une petite anecdote. Mais en tout cas, pour revenir sur la partie financière, prévoyez toujours un peu plus. C'est vrai que c'est le cas de le dire. Mais voilà, vous ne focalisez pas sur le banquier, la personne qui va vous taper dessus. Si votre dossier est très bien fait, très bien monté, après, il n'y a pas de raison qu'on vous dise non. Malgré les facteurs économiques, quoi. Je veux dire, c'est pas gênant.
Ben moi, c'est l'antipode de tout ça. Moi, je n'avais pas un sou. Et je veux travailler dans une activité qui demande énormément d'investissement. Aujourd'hui, ils disent que pour ouvrir un centre équestre, il faut juste le centre équestre sans logement, il faut compter au moins 300 000 euros. Eh bien, moi, je suis parti avec rien. J'ai trouvé un lieu proche de la forêt. Je n'avais pas les moyens de l'acheter. Et je rencontre le propriétaire, et là, je cherche une solution. Et je lui dis, est-ce qu'on pourrait le faire en location-vente? Il me regarde, il me dit, c'est quoi la location-vente? Je vous le loue, mais tout l'argent que je vous donne, on le déduit du prix d'achat. Et dans quelques années, je vous l'achète, le temps de démarrer. Le monsieur, j'ai écrit ma proposition, il a donné la lettre au notaire, et il a dit, d'accord, ça paraît impensable. C'est possible. J'ouvre une activité équestre, j'ai pas de chevaux. C'est compliqué. Dans le village, plein de chevaux. Les gens ne savent pas les travailler. Du coup, je propose mon savoir-faire. Je prends les chevaux au père, je les valorise, je les utilise, je les vends, on prend une commission. J'avais pas de chevaux, j'ai plein de chevaux. Pas d'argent et de l'argent qui rentre. Aujourd'hui, je vais acheter une maison. Je suis tout seul. Compliqué. Aujourd'hui, acheter une maison tout seul, c'est hyper compliqué. Là, je rencontre des gens, c'est toujours le réseau. C'est vrai que le réseau, ça aide bien. Et là, c'est des retraités qui, pour des problèmes de santé, vendent leur maison, doivent prendre une maison plus adaptée. Et les gens ne veulent pas que j'achète au prix fort. Ils savent, de toute façon, tout seul, c'est impossible d'acheter. Et là, il me pose la question, il me dit, comment tu avais acheté le centre équestre, etc. Donc je lui explique la location-vente. Il me dit, oui, mais mes enfants vont peut-être pas vouloir suivre aussi longtemps et tu n'auras peut-être pas l'argent suffisant que les finances dans quelques années. Donc là, il me propose un viager. Vous connaissez un viager? Et le problème du viager, c'est que vous pouvez payer 2 fois la maison, si ça dure trop longtemps. Donc la personne, elle me dit, non, je ne veux pas que tu payes 2 fois la maison, je veux que tu payes juste le prix de la maison. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, vous rembourser le viager? C'est impossible. Et donc, elle va voir le notaire, elle dit, il faut que vous trouviez une solution. Moi, je lui vends la maison, mais que ce soit le juste prix. Et là, arrive encore l'impossible. Il existe une chose qui s'appelle un crédit vendeur. Ça veut dire que vous ne passez pas par les banques. C'est le vendeur qui vous fait le crédit. Alors bien sûr, il faut trouver des gens qui n'ont pas besoin d'argent immédiatement. Ils n'ont pas besoin de trésorerie, ils sont à la retraite, ils ont déjà, c'est un investissement. Et ils m'ont fait le crédit vendeur. Ça veut dire que j'ai acheté une maison sans caution, sans garantie, sans hypothèque. Et je paye directement au vendeur. Je suis propriétaire de ma maison et eux, ils sont garantis d'être payés. Aujourd'hui, ça paraît impensable. Et j'ai pas d'argent. Après, il y a aussi votre philosophie de vie. Si vous voulez tous avoir la voiture dernier cri, le dernier portable, etc., c'est sûr que vous avez intérêt à investir et réussir tout de suite. Après, ce que vous n'avez pas ne manque pas. Moi, j'ai pas des grandes envies. Moi, ce qui m'importe, c'est une qualité de vie et une liberté. Et la liberté, c'est le plus grand trésor. Parce que quand vous êtes tenu par les banques, quand vous êtes tenu par rentrer l'argent tous les mois, là, ça devient compliqué. Et en fait, moi, j'ai fait le choix dès le départ, puisque les banques ne voulaient pas de suivre, parce que mon projet est un peu trop ambitieux de travailler dans le tourisme sans argent et dans les chevaux, et bien, j'ai fait le choix de vivre ma liberté. Ça a un coût. Parce que j'aurais mieux fait de continuer dans la grande distribution. J'aurais une carrière, j'aurais gagné de l'argent, etc. Mais je n'aurais pas élevé mes enfants. Aujourd'hui, j'ai choisi ma liberté. Une question là? Oui. Alors, moi, ma question est de savoir comment on fait pour être debout face à vos concurrents. Ou je réponds? La question elle est adressée à tout le monde? Oui, à tout le monde. Alors moi j'ai des concurrents qui peuvent être soit des cabinets comme le mien, qui ont une personne qui a un cadre dirigeant point. Donc là on se différencie par son réseau, et c'est ce qui va faire que la qualité de travail du réseau et de connaissance de différents acteurs et de différenciation va faire que ça fonctionne. Ou soit je suis face à des cabinets où il y a 30 consultants, et auquel cas c'est la réponse est la même, c'est la connaissance des gens et la rencontre des acteurs que moi j'investis du temps à passer à aller rencontrer les gens, et cet investissement de temps ici a pu se faire à travers l'engagement associatif. Pendant une douzaine d'années j'étais secrétaire général avec José, qui a été beaucoup moins longtemps malheureusement pour lui, il a raté certaines étapes importantes.
J'ai été secrétaire général du BUC pendant plusieurs années et on m'a dit bah, tu perds du temps, tu n'apprends rien, enfin, c'est compliqué, tu passes du temps sur les autres, mais en fait c'est du temps investi à rencontrer des gens qui fait qu'aujourd'hui bah, cette expérience-là, je m'en sers et elle est différenciante par rapport aux concurrents et le fait voilà, d'avoir fait certaines choses dans notre vie fait qu'on peut être différenciant quand on est sur un même niveau de structure, là en l'occurrence sur des structures courtes. Moi, je suis sur un secteur où la concurrence est extrême. On est nombreux hein, sur ce secteur d'activité et où paradoxalement il y a assez peu de clients solvables, puisqu'on travaille par exemple beaucoup avec les associations qui ont pas. Donc, comment on fait? Alors déjà, moi j'ai pris le parti de dire que la concurrence c'était un plus, parce que ça vous obligeait à travailler, continuer à travailler, et pas rester sur les mêmes modèles pédagogiques, faire des copier-coller, etc., comme certains cabinets le font. Et la deuxième chose, c'est ce que disait Sylvain, c'est le réseau. Moi, quand je viens ici, j'ai pas l'intention de perdre du temps, parce que, je sais pas, on se reverra peut-être dans 4-5 ans, on se reverra pas, peu importe. Mais voilà, on a discuté d'un certain nombre de choses. J'ai rencontré 2 personnes que je connaissais pas, et les expériences m'intéressent. Bon, Sylvain, malheureusement, je le connais depuis longtemps, mais ça, c'est autre chose. Ouais, chacun sa croix, effectivement. Et voilà. Et passer du temps à se faire connaître par rapport à la concurrence, c'est important. Un exemple, hein, sur le dernier appel d'offres que j'ai répondu auprès d'une fédé, il y a 44 cabinets qui ont répondu. Donc là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le téléphone, c'est voir avec le réseau si on peut se rapprocher des gens, etc. C'est ça, quoi. Moi, j'avais une question tout à l'heure, mais finalement, vous y avez répondu. J'étais intéressée par votre démarche de créer votre entreprise là où vous avez envie de vivre. Et donc, cet aspect développement durable, ça m'a interpellée et puis fait plaisir, en espérant que vous ayez eu toute l'attention élève de tous les organismes locaux, par exemple. Mais j'ai une question plutôt qui s'adresse aux étudiants dans la salle. À la lueur de tous ces témoignages et puis ces personnalités qui finalement ont créé de leur passion, mais qui sont quand même des gens de raison, lesquels parmi vous sont intéressés par la création d'entreprises ? Bon, c'est bien, vous avez fait des émules et en tout cas, bonne continuation dans vos projets et vos passions. Et vous avez déjà des idées? On va passer la parole. Pendant qu'on va passer le micro, je voudrais juste vous raconter une anecdote qui date d'avant-hier sur le réseau LinkedIn et Viadeo que vous connaissez certainement. C'est aussi un réseau dont on ne soupçonne pas l'effet réseau, justement. Il y a 4 ans, lorsque j'ai intégré Castorama, il y a une consultante, pareil, qui avait la même réflexion que moi, de rejoindre un grand groupe sur le métier de la mission handicap. On avait échangé longuement à l'époque, et puis 4 ans plus tard, là on s'est rappelé, et elle est en train de recréer notre activité. Et en fait, demain, je vais simplement travailler avec elle sur une autre région, et que donc du coup, au départ, elle était plutôt sur la même région que la mienne. Mais là, c'est une opportunité de redéveloppement, mais 4 ans plus tard, à travers le réseau, on s'est dit qu'on se rejoindrait peut-être sur des parcours professionnels. Et donc du coup, voilà, il ne faut jamais négliger le temps investi, il est nécessaire, et même si au début vous êtes submergé par plein d'activités, il faut aussi séquencer son temps pour se prendre du temps et développer son réseau à côté, même si on a beaucoup de clients et qu'on a beaucoup de demandes, ce qui est le but au départ. Alors, moi, c'est Prosper Mansiali, étudiant en licence droit clinicien de l'architecture à l'UPEN. Alors, le concept, c'est la création d'un centre de formation entièrement dédié au logiciel du BIM. Parce que, comme je viens de l'entendre, il faut bondir sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le BIM, en français, ça veut dire maquette numérique, c'est un projet vraiment innovateur. Et le concept sera dans mon pays, en Guinée.
qui malheureusement ne connaissent jusque-là pas bien. Alors là, allez-y. Non, mais parce que je travaille avec certains pays africains, en particulier le Tchad, et là-bas, il y a des besoins qui sont absolument énormes, et avec des financements européens qui sont monstrueux. Non, mais je dis, sur ce type de développement, il y a énormément de choses à faire, et c'est vraiment une très bonne idée. Moi, j'aimerais ouvrir un centre équestre avec un accueil aux personnes handicapées, parce que je suis touchée dans ce milieu-là. Mais après, c'est un projet particulier et je ne suis pas fixée. C'est dans le milieu équestre, ça c'est certain. Après, exactement, on verra. Alors moi, ça serait dans la remise en forme, tout ce qui est musculation, centre de remise en forme, thalassothérapie, j'aimerais bien dans ce milieu-là, qui regroupe un peu nutrition, esthétique, vraiment un centre complet, quoi. Alors moi j'ai eu le statut d'étudiant entrepreneur ici récemment. Donc pour mon projet c'est plus porté vers l'ergonomie. Donc notre projet c'est plutôt aller établir un service, identifier un besoin et de ce besoin-là on pourrait aussi concevoir le produit adapté. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez sur tout ce qui est fitness, etc., c'est l'exemple type du marché où il y a encore des choses possibles à condition d'être innovant. Avec le low cost, etc., bon, il y a une offre qui est surabondante, mais il y a encore effectivement des prestations qui sont possibles si on est innovant et si on répond vraiment aux besoins des gens. Et regardez aussi dans les marchés, regardez ce que ne font pas les fédérations sportives. Je vais vous prendre un exemple sur lequel je travaille en ce moment. La Fédération française de tennis, pour ne pas la nommer, n'a jamais compris, depuis 8 ans maintenant, le développement du paddle en France. Le paddle, en fait, c'est une activité entre le tennis et le squash, qui est beaucoup plus ludique. Vous savez qu'en tennis, pour commencer à s'amuser, il faut quand même quelques cours, Là, en paddle, on s'amuse tout de suite. Et la Fédération française de tennis a fait affilier le paddle à la Fédération française de tennis, sauf qu'elle ne développe pas l'activité. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est des privés qui se mettent sur le marché. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Un ancien étudiant STAPS a ouvert un paddle à Pékin. Ça n'existait pas en métropole lilloise. Aujourd'hui, pour venir jouer chez lui, donc il a fait la totale, la restauration, etc. Aujourd'hui, pour venir jouer chez lui, il faut réserver 3 semaines à l'avance. Il est blindé. Et il n'a aujourd'hui pas de concurrence. Et il est en train de prendre le marché des clubs, associations sportives, parce qu'il a fait une arrivée. Et là-dessus, il faut être vachement attentif parce qu'il y a vraiment des choses à faire qui sont tout simplement des choses que ne font pas les fédérations sportives et que les gens demandent. Un concert de Metallica. Oui, une autre qualité qu'il faut, je pense, avoir en tant que chef d'entreprise, c'est la curiosité. C'est l'écoute et l'opportunité, être opportuniste. Écouter ce qui se passe et surtout après s'en servir comme levier pour soit créer, soit développer. Et donc, du coup, qui dit être à l'écoute, dit passer du temps à rencontrer des gens, à faire du réseau, pas juste aller voir sur Wikipédia ce que c'est que le mot handicap ou le mot équitation, mais rencontrer les gens qui la font, l'équitation. Est-ce que c'est vraiment au quotidien? Par exemple, si on reprend l'exemple de l'équitation, et pouvoir écouter les besoins à la fois des pratiquants et surtout être curieux. Et pour être curieux, du coup, il faut faire des rencontres. Et là, on tourne en rond, mais on est sur le réseau, la curiosité, sur l'ouverture, et prendre du temps pour s'ouvrir sur le réseau, pour du coup créer, développer, et être opportuniste. Et comme le dit José, pouvoir profiter parfois d'effets de conjoncture qui vont être très favorables et permettre de vous faire grandir beaucoup plus vite. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer tranquillement donc la conférence.
Donc je tenais à remercier à nouveau les intervenants, aux personnes qui ont été présentes à votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà.